En plein désert, 200 000 hectares de canne à sucre ont surgi là où même les chèvres mouraient de faim. En quelques mois, les promesses d'1 milliard de litres d'éthanol par an ont transformé Ibrahim Traoré, capitaine devenu président, en symbole d'un Burkina Faso qui prétend nourrir et alimenter son peuple à partir du sable brûlant. Mais que signifie vraiment cette révolution annoncée par Ibrahim Traoré pour ceux qui vivent dans le Sahel et pour un continent qui suit chaque nouvelle Burkina Faso News avec méfiance et espoir mêlés? Un futur énergétique inattendu semble se dessiner au bord des dunes. Pour comprendre ce qui se joue, il faut revenir à la promesse initiale. Le projet Bofuel Sahara ne propose pas seulement de produire de l'éthanol. Il promet de libérer un pays qui consacrait près de 30% de son budget d'importation au carburant venu d'Europe. Si la vision d'Ibrahim Traoré réussit, le Burkina Faso n'importerait plus la majorité de son essence. Il la cultiverait sous forme de canne à sucre sur 200 000 hectares de terre, jadis considérées comme mortes. Derrière les images de champs verts et de tours d'acier, l'enjeu est simple et brutal. Soit cette expérience donne à un État enclavé une souveraineté énergétique sans précédent, soit elle enferme une économie entière dans un pari risqué, dépendant de l'eau captée dans un air presque sec. Pour beaucoup d'observateurs, chaque Burkina Faso News sur le Bofuel Sahara ressemble déjà à une répétition générale d'un futur où la nourriture, le carburant et la sécurité se confondent. La première révélation n'est pas venue d'un discours, mais d'un tableau de chiffres. En quelques semaines à peine, le gouvernement a annoncé 5 usines de bioéthanol, chacune capable de traiter 200 000 tonnes de canne à sucre par an, avec à la clé la promesse de plus d'1 milliard de litres produits chaque année. Ces projections s'accompagnaient d'un engagement spectaculaire, créer 50 000 emplois et couvrir jusqu'à 70% de la demande nationale en carburant grâce à des champs plantés là où l'on pensait que rien ne pousserait plus. Tout avait commencé au petit matin du 12 février 2026. Ce jour-là, les caméras de la télévision nationale zoomaient sur Ibrahim Traoré, debout face à une étendue de poussière dans l'est du Burkina Faso, plantant la première tige de canne devant une bannière proclamant Bofuel Sahara, From Dust to Power. Dans le récit officiel, ce geste marquait la fin d'une époque où le pays consacrait près de 30% de son budget d'importation au pétrole venu d'Europe. Désormais, affirmait-on, le Burkina Faso devait produire son propre carburant à partir du soleil, de l'air et de la canne à sucre. Pendant que les convois de tracteurs, de pompes solaires et de foreuses traversaient les dunes, une autre image commençait à circuler, celle des satellites montrant de larges rectangles verts découpant l'ocre du Sahel. Les médias étrangers parlaient de veines vertes courant dans le désert. La télévision d'État évoquait un deuxième miracle. En toile de fond, pourtant, une question persistait. Comment faire survivre une culture aussi gourmande, en haut dans une région où les rivières sont à sec depuis des décennies, même avec des tours capables d'arracher l'humidité à un air presque vide? Entre l'enthousiasme des habitants qui voyaient la poussière se transformer en terre humide et le scepticisme des agronomes inquiets pour les ressources hydriques, le Bofuel Sahara entrait déjà dans la catégorie des expériences qui peuvent redéfinir un pays ou le fragiliser durablement. Pour comprendre ce que représentait réellement le Bofuel Sahara, au-delà des discours officiels, il suffisait d'écouter ceux qui vivaient sur les terres transformées. À Tambao, un agriculteur nommé Issa racontait comment les dunes qu'il avait vues grandir semblaient soudain respirer à nouveau. Il avait d'abord ri lorsqu'on lui avait promis de faire pousser de la canne à sucre, là où même les chèvres ne survivaient plus. Puis, il avait touché la terre. Elle était humide, presque fraîche, comme si quelque chose sous le sable s'était réveillé. Plus au nord, près de Dori, un autre visage de cette mutation apparaissait à travers l'histoire de Souleymane Diyo, ancien vendeur de charbon et berger. Pendant des années, il avait traversé un désert qui s'étendait un peu plus chaque saison. Quand les machines sont arrivées, il a observé les tours solaires, les conduites d'irrigation et les turbines, avec la même méfiance que ses voisins. Aujourd'hui, il entretient une tour de condensation et son revenu a triplé. Ses enfants portent un uniforme scolaire, un détail qui pour lui vaut plus que tous les débats techniques. Ces trajectoires individuelles donnaient au projet une densité humaine que les chiffres seuls ne pouvaient saisir.
Les premières modifications se voyaient dans la manière dont les villages s'organisaient autour des champs, dans la réapparition de petites activités et dans le simple fait que la poussière ne collait plus au sol comme avant. Pour les habitants, le Bofuel-Sahara n'était ni une expérience futuriste, ni une manœuvre géopolitique. C'était un changement qui se mesurait en eau, en travail et en dignité retrouvée. Le déclencheur du Bofuel-Sahara remonte à la crise énergétique qui s'est aggravée après 2022. Les embargos, les guerres et les sanctions avaient en effet grimpé les prix du carburant partout dans le monde. Mais pour un pays enclavé comme le Burkina Faso, chaque hausse se transformait en choc. Les convois de camions transportant du diesel importé dépendaient de corridors régionaux instables, et près de 30% du budget national d'importation s'évaporait dans l'achat de pétrole européen. C'est dans cette tension croissante qu'Ibrahim Traoré et son équipe ont présenté l'idée de transformer une culture agricole en bouclier contre la dépendance énergétique. Cette première phase, faite d'annonces rapides, a posé le cadre. Produire localement ce qui coûtait si cher à importer. Le basculement vers le haut régime s'est produit dès les premières semaines de mise en œuvre. Des images diffusées par la télévision nationale montraient les foreuses avancées sur les dunes, les pompes solaires s'ériger en rangées métalliques et les travailleurs se relayer sous une chaleur qui déformait l'air. À mesure que les tours de condensation atmosphérique entraient en service, les premières pousses de canne à sucre ont percé le sol sec. Les observateurs étrangers, d'abord sceptiques, ont commencé à suivre les satellites de la NASA détectant d'immenses rectangles verts. Les médias ont parlé de veines vertes en plein désert. La télévision d'État a évoqué un deuxième miracle. Cette montée en intensité a culminé avec l'annonce de 5 usines, capables de traiter chacune 200 000 tonnes de canne par an, d'un objectif dépassant le milliard de litres d'éthanol, et de la création annoncée de 50 000 emplois. Pour une partie de l'opinion, chaque nouvelle image semblait confirmer que la vision d'Ibrahim Traoré dépassait les slogans et prenait corps dans le sable. La phase suivante, celle que l'on pourrait appeler la décroissance apparente, ne fut pas un ralentissement, mais un glissement vers un autre type de questionnement. Les critiques ont émergé au fur et à mesure que les promesses se matérialisaient. Des agronomes français ont rappelé que la canne à sucre est l'une des plantes les plus gourmandes en eau et qu'aucun miracle technique ne peut contourner indéfiniment les lois de l'hydrologie. Les ONG environnementales ont averti qu'un système reposant sur la condensation atmosphérique à grande échelle pourrait exercer une pression sur les microclimats locaux, même si les tours annonçaient une capacité théorique de 15 000 litres par jour avec 10% d'humidité. En parallèle, une autre zone d'ombre s'est formée, celle du financement. Les documents officiels parlaient d'un partenariat stratégique, mêlant fonds publics et capitaux privés, mais ne citaient aucun acteur par son nom. Cette absence de transparence a nourri des interrogations. Pourquoi un projet présenté comme symbole de souveraineté dépendait-il de partenaires invisibles ? La fuite évoquant une société écran enregistrée à Dubaï a ouvert une brèche qui ne s'est plus refermée. Ainsi, le Bofuel-Sahara est passé du statut de pari agricole à celui de phénomène national où chaque hectare planté, chaque tour déployé et chaque silence administratif ont pris un sens politique. La dynamique de l'événement, du déclenchement à la montée en puissance, puis à la zone de turbulence, a montré que l'ambition d'Ibrahim Traoré touchait à la fois la terre, l'économie et la façon dont un pays se représente lui-même dans un contexte de pressions extérieures. Pour comprendre la portée réelle du Bofuel-Sahara, il faut se tourner vers les chiffres que le gouvernement a rendus publics, plutôt que vers les slogans ou les images spectaculaires. Le point de départ, la ligne de base, est simple. Pendant des décennies, le Burkina Faso consacrait près de 30% de son budget d'importation au pétrole venu d'Europe. Cette dépendance structurelle absorbait une partie considérable des ressources nationales et rendait chaque fluctuation géopolitique visible dans la vie quotidienne, des transports jusqu'aux groupes électrogènes des villages. C'est depuis cette réalité économique qu'il faut mesurer tout ce qui a suivi. Le premier signal de changement est apparu en 2026 avec la mise en service partielle des infrastructures. Selon les chiffres publiés par le ministère de l'Énergie, environ 120 millions de litres d'éthanol ont été produits au cours des 6 premiers mois d'exploitation. Ce volume ne représentait pas encore le milliard de litres promis à terme, mais il suffisait déjà à couvrir environ
un tiers de la demande nationale en carburant. Le delta entre l'avant et l'après se voyait dans les zones rurales. La dépendance au diesel importé diminuait et certains villages, autrefois plongés dans l'obscurité plusieurs heures par jour, ont commencé à constater une stabilisation relative de l'approvisionnement électrique. Les fluctuations locales ne prouvaient pas le succès global du projet, mais elles montraient que la substitution énergétique n'était plus un simple horizon théorique. Un deuxième indicateur touchait au cœur technologique du projet, l'eau. Les tours de condensation atmosphérique, construites dans le désert, étaient présentées comme capables de générer jusqu'à 15 000 litres par jour, même dans des conditions d'humidité très faibles, autour de 10%. Ce chiffre, cité dans les documents techniques consultés par plusieurs journalistes, servait à justifier la possibilité de maintenir des plantations à grande échelle dans une région où les rivières sont à sec depuis des décennies. Toutefois, aucune série statistique publique ne permettait encore d'évaluer la stabilité de cette production dans le temps. Des hydrologues ont rappelé que l'extraction massive d'humidité, même alimentée par des micro-réseaux solaires, peut avoir des effets non immédiats sur les microclimats. Le delta entre capacité théorique et performance durable restait donc un point d'interrogation essentiel. Un troisième ensemble de chiffres est apparu dans les rapports gouvernementaux publiés en 2027. Ceux-ci faisaient état de 1,1 milliard de litres d'éthanol produits sur l'année, couvrant jusqu'à 85% de la demande nationale, accompagnés d'une baisse de 40% des coupures électriques dans les régions rurales. Ces données, si elles sont exactes, représentent une transformation majeure. Un pays autrefois presque entièrement dépendant du carburant étranger produisait désormais la quasi-totalité de sa consommation. Ce delta, de la dépendance à l'autonomie presque totale, constitue la pièce maîtresse de la narration officielle. Néanmoins, l'absence de séries ouvertes et de vérifications indépendantes laisse subsister des zones d'incertitude. Les chiffres du gouvernement tracent une trajectoire impressionnante, mais le cadre technique, environnemental et financier reste difficile à évaluer sans accès direct aux données de fonctionnement des tours, au bilan hydrique ou aux contrats de financement. Les preuves quantitatives disponibles éclairent donc une partie du projet, mais laissent ouverte la question centrale. Cette performance peut-elle se maintenir sur plusieurs cycles agricoles ou n'est-elle qu'un pic lié à une phase d'investissement massif et d'effort initial ? Pour évaluer le Bofuel Sahara de manière rigoureuse, il faut d'abord présenter la version la plus solide de ses défenseurs. Selon eux, le projet représente une réponse stratégique à une vulnérabilité structurelle. Un pays enclavé, soumis aux fluctuations des prix du pétrole et dépendant d'importations coûteuses, choisit de transformer une ressource solaire abondante en énergie liquide. Dans cette optique, la combinaison de pompes solaires, de tours de condensation atmosphérique et d'usines de bioéthanol n'est pas une fuite en avant, mais un geste calculé visant à convertir les contraintes climatiques en avantages. Les partisans rappellent que 200 000 hectares, considérés comme perdus, se couvrent désormais de canne à sucre, que les images satellites montrent clairement des veines vertes et que les premiers chiffres, 120 millions de litres d'éthanol en 6 mois, prouvent que l'idée a quitté le stade du concept. Les critiques sérieux, cependant, ne s'appuient pas sur le scepticisme automatique. Leur premier argument concerne la durabilité hydrologique. La canne à sucre est l'une des cultures les plus gourmandes en eau du monde. Et même si les tours de condensation affichent une capacité théorique de 15 000 litres par jour, ils rappellent qu'aucune donnée à long terme n'a été publiée. Le deuxième argument touche à la gouvernance. Les documents officiels mentionnent un partenariat stratégique pour le financement, mais aucune liste complète des partenaires n'a été rendue publique. L'apparition d'une société écran basée à Dubaï a alimenté les interrogations sur la nature exacte du réseau, d'autant plus que des composants envoyés comme modules solaires se sont avérés être des pièces liées à la technologie de drone. Pour ces critiques, il ne s'agit pas d'accuser, mais de demander de la clarté sur le double usage potentiel. La réponse la plus solide repose sur les données observables. Une partie de la production annoncée existe bel et bien, 120 millions de litres sur 6 mois, puis un total de 1,1 milliard de litres en 2027 selon les rapports officiels. Des coupures électriques réduites, des sols redevenus humides et des villages où les revenus ont triplé pour certains travailleurs. Ces éléments ne réfutent pas les risques soulevés, mais ils montrent
qu'il ne s'agit ni d'un mirage total, ni d'un triomphe assuré. Le projet avance, mais il avance en équilibre. Un signal caché est apparu. Ce tournant est venu quand plusieurs documents internes, fuités depuis Dubaï, ont révélé que les tours de condensation installées dans le désert n'étaient pas uniquement des structures dédiées à l'eau. Elles servaient aussi de relais à un réseau de surveillance satellitaire conçu par Orbus Defense Systems, une entreprise connue pour ses technologies duales. Selon les mémos analysés par des journalistes, chaque tour envoyait des données cryptées vers un centre militaire situé à Ouagadougou. Humidité du sol, mouvement des drones, anomalies thermiques et alertes potentielles de sabotage. Cette découverte a renversé l'interprétation dominante. Ce qui avait été présenté comme un simple dispositif agricole devenait également une colonne vertébrale sécuritaire intégrée, capable de surveiller des centaines de kilomètres de plaine désertique. Pour les partisans d'Ibrahim Traoré, cette hybridation était une preuve d'ingéniosité dans un contexte de menace régionale. Pour les sceptiques, elle témoignait d'un brouillage préoccupant entre souveraineté énergétique, gestion militaire et contrôle des territoires. À ce stade du projet, le Bofuel Sahara n'apparaissait plus seulement comme une expérience agricole radicale, mais comme un système vivant où l'eau, l'énergie et la sécurité ne faisaient qu'un. Pour les ménages du nord du pays, les effets du Bofuel Sahara se sont traduits par des transformations très concrètes. Les données officielles indiquent que plus de 600 000 foyers utilisent désormais l'éthanol domestique pour la cuisson et les petits déplacements. La baisse de la déforestation, estimée à 20%, a réduit la fumée dans les maisons et les maladies respiratoires liées au bois brûlé. Dans des villages comme celui où vit Isatou Zongo, le sol qui redevient humide, les uniformes scolaires de ses enfants et un revenu plus stable valent davantage que les débats géopolitiques. Pour ces familles, le projet évoqué par Ibrahim Traoré représente moins une stratégie nationale qu'un changement de vie immédiat. Le désert cesse de gagner du terrain. Pour les dynamiques économiques locales, le projet a engendré des métiers nouveaux. Les brigades vertes, composées essentiellement de femmes, gèrent les irrigations, surveillent les drones et alimentent les mini-raffineries d'éthanol. Dans plusieurs communes rurales, les revenus ont triplé pour ceux qui entretiennent les tours de condensation. Les petites entreprises de transport y voient un avantage direct, une source de carburant moins volatile que le diesel importé. Chaque annonce officielle sur la stabilisation du réseau électrique, parfois relayée dans les Burkina Faso News, agit comme un signal positif pour des acteurs économiques habitués à composer avec l'incertitude. Du point de vue des relations avec les voisins du Sahel, l'impact est autant symbolique que matériel. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé un mémorandum établissant l'Union énergétique du Sahel pour partager la technologie de condensation atmosphérique et normaliser le commerce du bioéthanol. Cette coopération régionale, qui n'aurait pas été envisageable avant 2026, transforme la production d'éthanol en un levier stratégique. Dans certaines analyses régionales, l'influence conjointe de ces trois États est désormais comparée à celle de petits exportateurs d'énergie nord-africains. Pour les dirigeants de ces pays, la vision portée par Ibrahim Traoré fonctionne comme un précédent, un modèle où l'indépendance énergétique ne passe plus par le pétrole, mais par une culture cultivée sous le soleil du Sahel. Enfin, au niveau des équilibres internationaux, les effets se font sentir dans les discours et les projections politiques plutôt que sur les marchés mondiaux. L'Union européenne a demandé des clarifications sur les risques de militarisation liés aux technologies duales utilisées dans le projet. Washington s'est inquiété de la montée d'un réseau capable de combiner énergie, surveillance et autosuffisance. Le Brésil et l'Inde ont proposé des coopérations techniques, tandis que certains think tanks français qualifient l'ensemble de fantaisie nationaliste à potentiel déstabilisateur. Malgré ces divergences, un constat revient. Le Bofuel Sahara oblige les grandes puissances à reconsidérer leur lecture d'un pays souvent perçu jusqu'ici comme vulnérable. En quelques années, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est devenu un cas d'école qui brouille les catégories traditionnelles entre dépendance, innovation et pouvoir. Sur les prochains mois, 3 trajectoires raisonnablement distinctes se dessinent pour le Bofuel Sahara, chacune reposant sur les données déjà publiques et sur les tensions structurelles qui entourent le projet.
Dans un scénario de base, les infrastructures continuent de fonctionner à des niveaux proches de ceux annoncés pour 2027. Les champs de canne stabilisent leur rendement, les tours de condensation maintiennent une production suffisante pour irriguer les zones clés, et la couverture énergétique reste autour des 70-45%. L'Union énergétique du Sahel poursuit ses premiers ajustements, notamment sur le partage technologique et l'alignement des normes de bioéthanol entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Dans cette trajectoire, le projet ne progresse ni ne recule fortement. Il se consolide, mais doit composer avec les limites déjà identifiées, notamment le manque de données publiques sur la durabilité hydrologique. Dans un scénario optimiste, plusieurs réformes internes viennent renforcer la transparence et réduire les zones d'ombre. Le gouvernement publie des séries techniques régulières sur les performances hydriques et énergétiques. Une partie des installations liées à Orbus Defense Systems est placée sous supervision civile, ce qui apaise les inquiétudes internationales sur le double usage du réseau. Les coopérations avec le Brésil et l'Inde se traduisent par des transferts de compétences mesurables, tandis que les villages du Nord adoptent de nouvelles pratiques agricoles compatibles avec l'irrigation issue de la condensation atmosphérique. Dans ce cas, le Bofuel Sahara devient un modèle d'adaptation climatique étudié par les universités du Sud global. Dans un scénario dégradé, des pannes répétées dans les tours de condensation ou un épisode de sécheresse prolongée révèlent la fragilité du système. L'approvisionnement en éthanol devient irrégulier, les usines tournent en dessous de leur capacité et les coûts de maintenance augmentent en raison de la dépendance aux métaux importés pour les composants des tours. Une enquête sur les financements étrangers ou sur les flux liés à la société écran basée à Dubaï pourrait également fragiliser l'ensemble, générant des tensions politiques internes. Le risque principal n'est pas l'effondrement immédiat, mais un glissement progressif du projet vers une dépendance technique difficile à assumer. Dans tous les cas, la recommandation la plus prudente consiste à considérer le Bofuel Sahara non comme un modèle figé, mais comme une structure expérimentale en évolution, qui exige plus de données publiques que de déclarations. À mesure que les informations sur le Bofuel Sahara circulent, elles touchent différents publics de manière très inégale. Pour les habitants du Sahel qui ont vu les puits se tarir, les marchés se vider et les villages se dépeupler, les images de champs verts au milieu des dunes suscitent un mélange de scepticisme ancien et d'étonnement nouveau. Beaucoup n'analysent ni les rapports gouvernementaux ni les critiques internationales. Ils observent avant tout que le sol redevient humide, que la poussière colle moins aux murs et que les coupures d'électricité semblent moins fréquentes. Pour ceux qui ont grandi dans des régions où la terre devenait stérile année après année, le simple retour d'une humidité mesurable vaut plus que n'importe quel débat technique. Pour une audience urbaine, notamment celle connectée aux réseaux et aux plateformes d'information, l'histoire du projet se superpose à des réflexions plus larges sur la souveraineté énergétique. Chaque Burkina Faso News sur la production d'éthanol, les tours de condensation ou les accusations de double usage ravivent une question centrale. Jusqu'où un pays peut-il aller pour réduire sa dépendance et quel prix accepte-t-il de payer en termes de transparence? Ces publics-là perçoivent le Bofuel Sahara comme un laboratoire politique, parfois inspirant, parfois inquiétant. Pour ceux qui observent l'Afrique depuis l'extérieur, la transformation rapide d'un désert en infrastructure énergétique remet en cause des stéréotypes persistants. Le fait qu'un pays longtemps perçu comme vulnérable entreprenne une expérience aussi radicale oblige à revoir certaines grilles de lecture. Dans ce paysage d'opinions contrastées, le projet agit donc comme un miroir. Chacun y voit ses propres attentes, ses propres craintes et sa propre vision des futurs possibles. Si le Bofuel Sahara doit évoluer au-delà des phases d'expansion initiale, plusieurs pistes opérationnelles peuvent renforcer sa stabilité. La première concerne la gouvernance technique. Les tours de condensation atmosphérique constituent l'élément vital du système, mais leur performance réelle reste peu documentée. Mettre en place un protocole de suivi indépendant, incluant mesure d'humidité, volume d'eau produit et coût de maintenance, offrirait une base de décision plus solide. Ce cadre permettrait aussi de distinguer les capacités théoriques des résultats observés, une distinction essentielle pour un projet qui dépend de microclimats variables.
La deuxième piste touche à la transparence structurelle. Les documents officiels évoquent un partenariat stratégique mêlant ressources publiques et capitaux privés, mais l'absence de détails empêche d'évaluer les risques financiers. Publier la liste des acteurs impliqués ainsi que les modalités de contrôle civil sur les technologies duales associées à Orbus Defense Systems réduirait une part importante des interrogations internationales. Cette clarification serait cohérente avec la ligne politique qu'Ibrahim Traoré cherche à projeter, une souveraineté assumée, mais lisible. La troisième piste concerne la coopération régionale. L'Union énergétique du Sahel, bien qu'embryonnaire, offre un cadre pour mutualiser les innovations et réduire les vulnérabilités individuelles. Partager certaines briques technologiques, maintenance de drones, optimisation solaire, irrigation régulée, renforcerait la résilience globale. Cela éviterait que chaque pays reste seul face aux limites techniques ou aux pressions extérieures. Enfin, une gestion hydrologique préventive devrait être intégrée dès maintenant. Modélisation des effets à long terme, reboisement stratégique et ajustement du rythme de condensation en fonction des cycles de chaleur. Ces mesures ne garantissent pas l'absence de risque, mais elles transforment un pari ambitieux en trajectoire maîtrisable. Quand Isatou Zongo marche à nouveau entre les rangées de cannes qui montent jusqu'à ses épaules, elle repense à la terre sèche de son enfance, à cette poussière qui collait à la peau et refusait toute promesse. Aujourd'hui, l'humidité qu'elle sent sous ses pas lui rappelle le premier moment où elle avait touché un sol redevenu vivant, exactement comme Issa à Tambao l'avait décrit dans les premiers jours du projet. Ces sensations simples, presque banales, sont devenues le fil conducteur d'une transformation que personne dans ces villages n'aurait osé imaginer. Dans cette toile humaine, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît sans emphase. Non pas comme le centre du récit, mais comme celui qui a déclenché un mouvement que les habitants se sont appropriés. Les tourbillons politiques, les débats sur les financements ou les inquiétudes sur les technologies duales s'effacent un instant devant la réalité vécue par ceux qui travaillent la Terre. Le Bofouel-Sahara n'est pas seulement une équation énergétique, c'est une possibilité nouvelle inscrite dans leur quotidien, fragile, mais tangible. Et au cœur de ce silence retrouvé, une idée demeure. Parfois, ce sont les sols redevenus froids qui racontent le mieux ce que peut devenir un pays. À mesure que le Bofouel-Sahara s'inscrit dans les discussions publiques, il ne se limite plus à un dossier technique ou à un pari politique. Il devient une question de société. Comment un pays transforme-t-il ses contraintes en ressources et jusqu'où une population peut-elle accepter les risques pour gagner en autonomie ? Les villages parlent d'eau, les villes parlent d'énergie. Et à l'international, on scrute les implications stratégiques d'un projet qui prétend faire pousser du carburant là où la pluie ne tombe presque jamais. Pour ceux qui suivent ce récit, qu'il soit proche ou lointain, la question dépasse le Burkina Faso. Elle touche à la manière dont chaque région vulnérable pourra, demain, affronter des pressions climatiques et économiques de plus en plus fortes. Le cas burkinabé, avec toutes ses forces et ses zones d'ombre, sert alors de miroir. Il invite à réfléchir à ce que signifie vraiment la souveraineté dans un monde interdépendant. Et vous, face à cette histoire où la Terre change, où l'énergie se cultive et où la frontière entre innovation et prudence reste fine, quelle place donneriez-vous à de telles expériences dans l'avenir énergétique ?